Nous sommes en guerre. L'idée, c'est de marier la science et la culture. Bonsoir à tous. Bienvenue, cher public, à notre jeu débat. S'interroger sur le sens, je pense que c'est assez essentiel. Je crois que c'est une question importante, effectivement. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Mais si on imagine autre chose? Le monde, par défaut, va pas forcément dans la bonne direction. Il faut accepter de sortir de ce qu'on sait. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et tout cela se fera bien sûr avec un souci de rigueur, de scientificité et d'originalité. Bonjour et bienvenue à la 5e édition du Festival des idées Paris, qui cette année explore le thème des nouvelles normalités. Je suis Thomas Stoll du Festival des idées, qui est un festival porté par l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, une alliance qui regroupe l'Université de Paris, l'Université Sorbonne-Paris-Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine et l'Institut national d'études démographiques. Alors chaque année, le festival met en lumière un enjeu sociétal majeur en invitant des chercheuses, des chercheurs de l'ensemble des disciplines scientifiques, mais aussi des journalistes, des écrivains, des essayistes, des personnalités publiques et de la société civile à se rencontrer, à dialoguer et à échanger avec vous, avec le public. Et c'est l'année donc évidemment en ligne, avec le contexte et les conditions que l'on connaît tous. Notre engagement au festival n'est pas de simplifier le discours scientifique, mais plutôt de révéler la complexité des sujets qui nous touchent pour pouvoir les étudier sous tous leurs angles. Alors cette année, le thème des nouvelles normalités s'est imposé à nous quand on l'a choisi il y a à peu près 6 mois en commençant l'organisation de cette édition du Festival des idées. La crise sanitaire a évidemment bouleversé notre quotidien. Pendant ces 2 jours de festival, puisqu'il a commencé hier, on arrive tout doucement à la fin de cette 5e édition, on tenait, en préparant la programmation, à ne pas la limiter à la problématique de la seule pandémie. Depuis hier, on a aussi parlé de la lutte contre le racisme, du féminisme en 2020, des migrations, des nouvelles formes de militantisme, qui sont tant de sujets qui tentent à faire émerger eux aussi de nouvelles normalités, qui est une notion en construction permanente, qui est nécessairement mouvante, plurielle. Voilà, donc ce sont des questions comme ça que nous voulions explorer cette année. Et tout cela se fait avec rigueur, avec scientificité, mais aussi avec un petit soupçon d'originalité. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Loïc Mangin, rédacteur en chef des hors-séries de Pour la Science, le partenaire du Festival des idées Paris, pour animer un débat sur une question qui peut étonner, tout particulièrement en 2020, ou plutôt même une affirmation, puisqu'elle est présentée ainsi dans le programme du festival: le monde va mieux qu'on ne le croit. Oui, bonjour, merci. Je ne sais pas si ça a basculé. D'accord. Bonjour à tous. Donc, on me dit que vous êtes à peu près 200 à nous regarder, à assister à cette table ronde dispersée un peu façon puzzle. Donc, on va se poser la question sur le monde va mieux qu'on le croit. Je pense que la question mérite d'être posée et que ce n'est pas du tout une affirmation, parce que si on fait un peu le tour de ce dont on entend parler tout le temps, réchauffement climatique, chômage, inégalité, populisme, guerre, terrorisme, 6e extinction, pandémie, on peut se demander vraiment si le monde va aussi bien qu'on ne le croit. D'ailleurs, les mauvaises nouvelles se succèdent tant que certains y voient une fin annoncée de la civilisation telle qu'on la connaît et parlent de collapsologie. Donc, c'est l'étude de l'effondrement imminent de la civilisation. Et donc, beaucoup de ces partisans considèrent que c'est un fait acquis, que c'est inéluctable. On va vérifier on va voir si c'est vraiment le cas. Et on va essayer de voir aussi si dans ce qui nous entoure, on n'a pas quelques lueurs d'espoir auxquelles on pourrait s'accrocher, par exemple dans plusieurs mouvements citoyens, des marches pour le climat, Extinction Rébellion, ou même dans des réactions qu'on a pu tous avoir, et même les autorités, face à la pandémie, pour essayer de voir que le tableau n'est pas si noir que ça. Et donc pour en parler, 2 invités. D'abord François Gémen, donc, qui est chercheur au FNRS, donc c'est l'équivalent belge du CNRS. Il est aussi professeur à l'Université de Liège, où il dirige l'Observatoire Hugo, un centre de recherche sur l'environnement et les migrations. Il est aussi enseignant à Sciences Po à Paris, auteur principal du GIEC, et il a récemment écrit « On a tous un ami noir » chez Fayard en 2020. Deuxième invité, Catherine Larère, philosophe, professeur émérite. Donc Catherine Larère, professeure émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui vient d'écrire avec son mari, ingénieur agronome et sociologue, Le pire n'est pas certain, justement, et qui se propose une critique de la collapsologie. Et donc c'est paru chez Premier Parallèle
ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc je propose de commencer avec vous, Catherine. Donc voilà, la collapsologie pose comme inéluctable l'effondrement global. Selon vous, c'est pas le cas. Alors, je voudrais, par rapport au titre de l'émission, je voudrais dire que les choses vont mieux qu'on ne croit ne signifie pas que les choses vont bien. Le mieux se définit par rapport à un pire, le bien est une donnée ferme. Donc quand on dit que les choses vont mieux qu'on pourrait le croire, ça ne veut pas dire qu'elles vont bien. Que le monde va mal, bon, j'ai pas besoin de l'expliquer, je crois que tout le monde en convient. Alors effectivement, l'idée, c'est de remettre en cause ce qui s'est répandu depuis en gros 2015, que nous allons de façon inévitable à un effondrement. Et ce qui est une idée relativement nouvelle, parce que ça fait très longtemps, on pourrait dire depuis que l'humanité est humanité, qu'on envisage une catastrophe, une apocalypse quelconque, mais l'idée que la catastrophe est inévitable et que donc nous allons à l'effondrement, à un effondrement global se produisant partout en même temps, de façon synchrone et uniforme, c'est cette idée que nous remettons en cause sur, finalement, une idée assez simple, c'est que c'est pas prévisible ni certain. Caractérise en effet ce qu'on appelle collapsologie, donc cette théorie de l'effondrement, des prétentions à la scientificité, c'est qu'une des raisons de l'effondrement, la raison principale, c'est la complexité du monde. Et c'est par exemple ce qu'on va montrer à propos de la pandémie, du fait qu'il n'y a pas une seule, mais une série de crises qui s'enchaînent les unes les autres, donne un problème sanitaire, donne un problème économique, financier, qui donne un problème, qui donne des problèmes culturels, etc. Ce qui caractérise une situation complexe, c'est justement, c'est sa définition, que rien, elle est marquée par l'incertitude. Et donc, c'est pour ça que je disais, les choses vont mieux qu'on ne veut pas dire que les choses vont bien. Hein. On peut très bien admettre, ça me paraît difficile de faire autrement, qu'il y a pas seulement la pandémie, je veux dire, il y a une détérioration grave de l'environnement, changement climatique, érosion de la biodiversité, pollution diverse, etc. Mais on ne peut pas prévoir que ça va s'effondrer à un point, pour l'ensemble du monde à un moment précis. Donc il y a deux choses là-dedans. Il y a deux choses. Il y a d'une part dire que ça va s'effondrer, et d'autre part donner une date. Oui, alors on peut dire que la date, c'est le ridicule de ça va s'effondrer. Hein. On peut dire, bon, ça va s'effondrer dans un avenir proche, parce que si on dit ça va s'effondrer dans 150 ans, bon, ça mobilise pas beaucoup. On peut se dire ça va s'effondrer dans les 10 ou 20 ans. Mais dire, comme font certains, que ça va se passer entre 2020 et 2030, là, ça tient pas une seconde, quoi. D'accord. Et du coup, parce que finalement, les tenants de cette collapsologie sont presque, comment dire, ils sont presque dans un discours performatif où ça va forcément advenir, et le fait de tenir ce discours incite à ne pas réagir, et du coup, à finalement précipiter cette chute, si jamais elle advient. Ah, alors, on peut dire que c'est effectivement ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire attendre le pire, c'est laisser le pire arriver. D'une part parce qu'on va pas faire grand-chose, ou on va rien faire pour s'y opposer. Hein, c'est l'idée effectivement de la collapsologie. La catastrophe l'effondrement est inévitable. Et puis l'idée aussi que si on voit quelque chose, la situation, en se disant on est dans le pire, ça va aider le pire à advenir. Moi, j'ai été frappé ce matin, je lisais un article dans Le Monde qui posait la question souvent posée, pourquoi il n'y a pas plus de morts en Afrique? Pourquoi est-ce que la pandémie du coronavirus n'est pas
si forte en Afrique. Et une des choses que disait le journaliste, c'est, bon, ils ont des expériences de pandémie, hein, Ebola, etc. Et ben, ils ne voient pas l'apocalypse partout. Et je pense qu'effectivement, avoir dans la tête que on est dans la catastrophe, elle va arriver, en tout cas, ça ne permet pas d'arranger les choses et ça ne permet pas de voir, non pas comment inverser la situation, mais ce que vous disiez au début, où est-ce qu'il y a des possibilités d'agir. Je crois que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de voir quelles sont les possibilités d'agir. Et donc, dans ces possibilités d'agir, est-ce qu'il y a une place pour le politique? Il y a surtout une place pour le politique, et je crois que ça, c'est un des gros, en tout cas, c'est ce qui nous a semblé, un des gros problèmes de la collapsologie, des théories de l'effondrement, c'est, alors sur le plan écologique, c'est l'idée que les actions politiques sont impuissantes. Les gouvernements ne font rien, ils réunissent des COP, bon, on en est à 26 et ça donne rien, les mouvements de la société civile, ça donne rien, les mobilisations, ça donne rien, et c'est sur fond de cette impuissance politique qu'on se dit, bon, ben, sauf qui peut, quoi, que chacun essaie dans son coin de trouver des moyens de rendre la situation plus supportable. Or, si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est l'importance de la politique. D'abord, l'importance des niveaux d'action politique. Il n'y a pas d'un côté la globalité du monde devant laquelle, effectivement, on est à peu près impuissant, et d'autre part, des petits groupes autosuffisants qui auraient la maîtrise de leur situation, ou en tout cas qui pourraient en tirer le meilleur parti possible. On a vu l'importance des niveaux intermédiaires, en particulier l'importance de l'État. Hein, si on a tenu, c'est bien que l'État a tenu. Alors, c'est pas forcément du fait des dirigeants, des responsables de cet État, mais parce que collectivement, ça a tenu. Les gens ont travaillé, ont fait des choses. Donc, la conscience politique de ce qu'il y a à faire me semble au contraire quelque chose d'essentiel dans une situation qui, on en est tous d'accord, une situation particulièrement difficile. D'accord. Et donc justement, dans la place du politique, François Gémen, on a vu dans le coronavirus une sorte de préfiguration de ce qui pouvait nous attendre avec le changement climatique, et donc dans la mobilisation du politique, peut-être quelque chose qui pouvait orienter une sorte d'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais en fait plutôt tendance à dire qu'on aurait dû voir dans le changement climatique une sorte de préfiguration de ce qui pouvait nous arriver avec le coronavirus. Et je dirais que moi, ce qui me frappe aussi dans la collapsologie, c'est son côté fondamentalement égoïste. C'est-à-dire que quand on parle d'effondrement, imminent, etc., on parle de l'effondrement de nos sociétés, et ça nous ramène à une sorte de crainte qu'on a pour nous-mêmes. Et au fond, ce qu'il s'agit surtout de faire, si on écoute les collapsologues, c'est avant tout de sauver ses propres fesses. Et la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas, et là je suis bien d'accord avec Catherine, il n'y a pas d'effondrement généralisé, mais par contre, il y a déjà des sociétés, que ce soit en Asie du Sud ou du Sud-Est ou en Afrique subsaharienne, il y a déjà des sociétés qui sont aujourd'hui, sinon effondrées ou au bord de l'effondrement, en raison des impacts du changement climatique. Et donc, c'est une vision en réalité très, très étroite que de parler d'effondrement dans 20 ou dans 30 ans, puisque, quelque part, ça ne concerne, quelque part, que nous. Et donc, ce que je crains, c'est qu'effectivement, politiquement, soit cette vision mène à une certaine forme de fatalisme et qui devient donc une sorte de prétexte ou d'excuse pour ne rien faire. Pas bon agir si de toute façon, ça va s'effondrer. Et comme le disait Catherine, effectivement, avoir conscience qu'on est dans le pire a parfois tendance à renforcer effectivement ce pire. Soit, et je dirais que c'est peut-être l'option encore pire, soit à encourager des logiques survivalistes, finalement va s'enfermer dans son bunker, où chacun va se confiner, où chacun va respecter une sorte de distanciation sociale absolue, où on va fermer les frontières, et à ce moment-là, effectivement, les collapsologues deviennent un peu les idiots utiles de l'extrême droite. Alors, je ne dis certainement pas que les collapsologues portent aujourd'hui un projet d'extrême droite, mais je pense que c'est un risque qui est contenu aujourd'hui dans la manière dont le narratif collapsologue domine le débat public.
Et donc, par rapport à la pandémie du coronavirus, il me semble quand même qu'il y a une série de leçons politiques qui peuvent être utiles dans la manière dont on va non seulement envisager la lutte contre le changement climatique, mais aussi dans la manière dont on va communiquer par rapport au changement climatique. Et deux grandes leçons en particulier. La première, c'est qu'il est malgré tout possible de prendre des mesures radicales et très coûteuses face à ce que nous percevons comme un danger imminent. Mais là encore, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que nous ne percevons pas le changement climatique comme un danger imminent qui devrait nous pousser à l'action? Sans doute, et je suis désolé de le dire aussi crûment et aussi brutalement, sans doute parce que les morts ne sont pas encore à nos portes et que pour le moment, les morts sont de l'autre côté de la Méditerranée et donc nous ne voulons pas les voir. De la même manière que nous ne voulions pas voir le danger que représentait le virus tant qu'il s'agissait simplement de la ville de Wuhan et qu'il s'agissait de confiner la ville de Wuhan et qu'on disait seule une dictature comme la dictature chinoise peut ainsi enfermer 11 millions de personnes chez elle. Nous n'avons commencé à nous tracasser du virus que dès lors qu'il est arrivé dans le nord de l'Italie et que les gens qui revenaient des vacances de sport d'hiver les ont ramenés en France. Et donc, première leçon, il nous est malgré tout possible d'agir de façon radicale et très coûteuse, mais à condition que nous voyions l'imminence et la proximité du danger. Et puis, la deuxième leçon, c'est aussi une leçon de solidarité, puisque on disait depuis des années que désormais la vie humaine n'avait pas d'importance et que c'était le profit qui passait avant tout. Nous avons fait, au fond, exactement l'inverse. Nous avons créé une énorme crise économique purement artificielle pour protéger la vie des plus vulnérables dans la société. Et c'est en soi, et je crois qu'il faut le souligner, quelles que soient les critiques qu'on peut émettre sur la gestion de l'épidémie et le pilotage du déconfinement, c'est en soi assez remarquable. La question, c'est comment réaliser désormais que les plus vulnérables, ce ne sont pas seulement les personnes âgées ou les personnes avec des signes de comorbidité dans nos sociétés, mais que les plus vulnérables, par rapport au changement climatique, ils sont au-delà de nos frontières, ils sont au-delà de la Méditerranée. Et je crains malheureusement que le discours dominant aujourd'hui d'effondrement nous empêche de voir que les plus vulnérables sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, deux grandes leçons de la gestion du coronavirus qui, en creux, quelque part, nous interrogent aussi sur la manière dont nous parlons et dont nous communiquons au sujet du changement climatique. D'accord. Donc finalement, c'est presque une façon de répondre à la question de cette table ronde. Est-ce que le monde va mieux? Un petit peu finalement, puisqu'on voit émerger de la solidarité d'une part, et d'autre part de la mobilisation de moyens considérables. D'une certaine manière, oui, sauf que ces moyens restent mobilisés pour des causes qui nous apparaissent comme des dangers immédiats. Et j'aurais tendance à dire que le vrai enjeu ici, c'est que la question du changement climatique nous apparaisse comme quelque chose qui doit nous mobiliser dès à présent, plutôt que quelque chose qui nous apparaît encore comme relativement lointain et distant. Par exemple, il était très énervé par l'apparition sur les réseaux sociaux, dans la presse, de ce dessin, vous l'avez sûrement vu aussi, qui montrait plusieurs vagues, qui montrait d'abord la vague du coronavirus, et puis la vague du changement climatique, et puis la vague de l'érosion de la biodiversité. Comme si, quelque part, nous avions encore le temps de nous préparer aux vagues suivantes, comme si elles n'étaient que des risques lointains et distants. Je pense que la réalité, c'est qu'on aurait dû placer les vagues dans l'autre sens. D'accord. Oui, typiquement, vous rappeliez il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus trop où, qu'en 2019, par exemple, 23 millions de personnes ont été déplacées à cause des inondations et des tempêtes. Bien sûr. Et je dirais, c'est une réalité que souvent, on ne veut pas voir parce qu'on la voit uniquement par rapport à nous-mêmes. Et je dis vraiment un problème que j'ai avec la prévalence du discours d'effondrement dans le débat public, c'est que cet effondrement se rapporte toujours à nous-mêmes, à nos sociétés thermo-industrielles, alors qu'en réalité, il y a déjà toute une série d'autres effondrements qui ont lieu à effondrement en termes de biodiversité, des effondrements politiques et sociaux dans d'autres sociétés que nous refusons de voir parce que nous sommes obnubilés par notre propre nombril des sociétés thermo-industrielles. Voilà. Et typiquement, ça va de pair avec le fait que, par exemple, on a une des réactions au Covid, ça a été de fermer les frontières. Et ça, je crois que ça vous inquiète plus même que la fermeture des écoles ou des magasins. En réalité, on peut discuter de savoir si, d'un point de vue sanitaire, la fermeture des frontières est vraiment la solution la plus efficace ou pas. Ce qui est frappant, c'est de voir dans les sondages que les Français considèrent que c'est la mesure la plus efficace
contre le coronavirus, même devant le port du masque ou même devant le respect des gestes barrières de distanciation sociale. Et surtout, ce qui est très frappant, c'est de voir que 2/3 des Français souhaitent que ces frontières restent fermées, même après la crise du coronavirus. Et que donc 2/3 des Français souhaitent que ce monde d'après soit un monde avec des frontières définitivement fermées et qu'on utilise, je dirais, ce moment de la crise sanitaire pour fermer définitivement les frontières. Et effectivement, je suis un peu inquiet de ça, du fait que les mesures sanitaires que nous prenons aujourd'hui pour lutter contre le virus, c'est-à-dire des mesures de confinement, des mesures de distanciation sociale, des mesures de fermeture des frontières, je dirais, à terme, pourraient aussi se transformer en une sorte de projet politique où les gens, finalement, se convaincraient qu'ils seraient plus en sécurité si les frontières étaient fermées. Et moi, qui travaille aussi beaucoup sur l'immigration, je vois à quel point ce narratif de crise entretient un narratif de fermeture des frontières. C'est d'ailleurs bien pour ça, en matière d'immigration, que l'extrême droite a tout intérêt à entretenir un narratif de crise migratoire de façon permanente, que plus les gens sont convaincus qu'ils sont en crise, plus ils appuient et soutiennent un projet de fermeture des frontières. Et comme en matière de migration, c'est largement la fermeture des frontières qui va créer la crise humanitaire et qui va créer le chaos aux frontières, plus on va fermer les frontières, plus on va avoir une crise humanitaire, et plus on va avoir cette crise, plus les gens vont soutenir la fermeture des frontières. Et donc on est dans un cercle vicieux dont on ne parvient pas véritablement à sortir, et les gens se sentent toujours rassurés par la fermeture des frontières lorsqu'ils ont l'impression d'être en crise, que cette crise soit une crise terroriste, que cette crise soit une crise économique, migratoire ou bien sanitaire. D'accord. Et c'est contre ça que vous essayez de lutter avec votre association Climate Voice? Je dirais que Climate Voice, effectivement, c'est une association qui essaye de connecter des jeunes qui sont déjà victimes des impacts du changement climatique, notamment dans les pays du Sud, et des jeunes ici qui, en réalité, ne sont pas les jeunes qui sont allés manifester, partis en grève scolaire. Et on constate qu'en réalité, même si le mouvement des grèves scolaires est très populaire parmi les jeunes, et tant mieux, il y a une partie des jeunes, et largement, notamment des jeunes issus de l'immigration ou des jeunes de quartiers défavorisés, et d'ailleurs, ce n'est pas malheureusement parfois les mêmes, se sentent un peu en dehors de ça. Soit ne se sentent pas concernés, soit ne se sentent pas légitimes pour participer à des manifestations ou à des grèves. Et donc, je crains fort aussi qu'il y ait une sorte de fracture au sein de la jeunesse sur ce sujet. Et donc, la Climate Voice essaye effectivement à la fois, quelque part, de réparer cette fracture ici au nord entre des jeunes plus privilégiés à manifester, qui sont très informés sur le climat, et d'autres moins privilégiés qui se sentent un peu en dehors de ça, et aussi entre ceux qui sont déjà victimes des impacts du changement climatique et les jeunes d'ici. D'accord. Donc finalement, c'est une sorte de... Il s'agirait de fédérer des initiatives, finalement, de fédérer des initiatives locales à une échelle plus importante. Et Catherine, je crois que c'est là aussi une des solutions que vous voyez pour mieux avancer. Tout à fait. C'est-à-dire, je crois qu'un des problèmes dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est qu'on a tendance à se régler sur le pire pour juger de la situation. Or, comme le disait François, le changement climatique, il est déjà là et il transforme la vie de beaucoup de gens de façon de changement de régime du climat, enfin de l'eau. Et il y a quantité d'endroits dans le monde déjà où les gens prennent en charge leur situation, essaient de se réapproprier l'eau. Par exemple, la question de l'eau est extrêmement importante, et en Amérique du Sud, vous avez des États qui privatisent l'eau et qui refont de l'eau un bien commun. Et c'est dans toutes ces actions qui ne sont pas forcément en réaction à une catastrophe énorme, mais où les gens se battent pour vivre le mieux possible dans le milieu où ils sont et pour rester où ils sont, du coup, que alors je dirais pas la grande solution arrive, mais que des solutions sont possibles. Et ce qui est important, effectivement, c'est le lien entre ces différents mouvements et se dire, il y a quelque chose en marche, il y a des choses qui se font et il y a des mouvements qui aboutissent. Il y a
des déforestations qui sont arrêtées, qui sont empêchées, bon, si on regarde ici en France, finalement, l'extension de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes n'a pas eu lieu. Bon, tout ça, c'est pas la catastrophe climatique, mais c'est vivre dans un monde transformé par le changement climatique et agir là où on peut agir pour faire des choses. Mais pour le coup, il faudra à un moment donné passer à une échelle supérieure. Je crois que c'était un peu le sens du livre de Naomi Klein, Tout peut changer, où en gros, elle faisait un petit tour du monde d'initiatives, et elle appelait en fait alors par je ne sais quel moyen, à fédérer tous ces mouvements citoyens. Oui, non, c'est effectivement la difficulté. Mais si je peux dire, faudrait pas prendre une explication inverse de celle de l'effondrement. L'effondrement, on dit, bon, c'est un effondrement en réseau, et de dire tout va s'arranger en réseau. Il y a effectivement un problème de fédération de mouvements différents, bon, qui se fait d'ailleurs dans la prise de conscience que ces mouvements ne sont pas isolés, qu'il y en a quantité. Je pense au travail que fait à Barcelone l'économiste Joan Martínez-Alier et son équipe. Ils dressent ce qu'ils appellent un atlas de la justice environnementale, où ils font une sorte de cartographie de toutes ces luttes dont je parlais, qui sont des luttes pour le milieu de vie, pour vivre le mieux possible dans le milieu où on se trouve. Et le simple fait que ces luttes se connaissent les unes les autres, ça peut aider à les étendre et à les renforcer. Il peut aussi arriver que des mouvements, alors sur des éléments plus, comment dire, moins tragiques peut-être, mais qu'il arrive un moment où des initiatives locales, collectives, ça devient un intérêt plus global. Je prends l'exemple de l'agriculture biologique. Vous avez beaucoup d'initiatives d'agriculture biologique qui sont en fait des agriculteurs qui veulent reprendre leur vie en main, qui veulent réapprendre à travailler, qui veulent se dégager des réseaux où on leur donne les semences, où on leur donne les phytosanitaires. Bon, ils veulent réapprendre à faire de l'agriculture. Ce sont des initiatives locales sur une base d'autonomie. Mais au bout d'un moment, par exemple, j'en ai vu l'exemple, vous avez les autorités locales qui sont en charge de l'eau, se rendent compte qu'on a intérêt à l'agriculture biologique parce que les eaux beaucoup moins. Et donc, ils peuvent aider à d'autres agriculteurs à se lancer dans l'agriculture biologique. Ça demande une reconversion. Et à ce moment-là, prendre ces initiatives, c'est plus simplement une initiative militante pour vivre mieux. Ça peut devenir, du point de vue de la rationalité économique, hein, il peut être rationnel de faire ce genre d'agriculture qui demande moins d'investissement, où on est moins dépendant des grosses firmes agrotechniques. Et donc, ça peut se basculer comme ça aussi, c'est-à-dire des initiatives locales deviennent d'intérêt régional et peuvent être soutenues pour ça, et du coup, c'est plus sur une base de volontarisme, de dévouement qu'on y va, mais simplement parce que c'est un des bons moyens de vivre. Mais pour ça, il faut se rendre compte qu'il y a une ouverture des possibles. D'accord. François, j'ai l'impression que vous voulez réagir. Non, pardon, je triturais mon livre. Peut-être par rapport à ces questions de... Désolé. Peut-être par rapport à ces questions de relocalisation et par rapport à ces questions d'agriculture, je suis très frappé de la tendance actuelle à, quelque part, vouloir relocaliser les choses. Et on sent bien que c'est quelque chose qui est accentué dans cette crise. Je dirais que le grand défi, à mon sens, ça va être à la fois de relocaliser certaines chaînes de production et la question, ça va être comment le faire. Si on parle aujourd'hui de relocaliser certaines chaînes de production agricole en circuit court, j'entends bien, mais ça veut dire qu'il va falloir trouver des gens pour travailler dans l'agriculture. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans l'agriculture en France, c'est une large proportion de travailleurs étrangers. Ça veut donc dire qu'il va falloir maintenir une certaine forme d'ouverture des frontières si on veut que
les gens travaillent dans l'agriculture, ou alors il va falloir convaincre de plus en plus de Français de travailler dans l'agriculture, ce qui ne va pas être évident non plus dans une société qui est aujourd'hui une société tertiaire, une économie tertiaire, une économie de la connaissance. De la même manière que j'ai l'impression qu'il y a d'autres, quelque part, il y a d'autres points aveugles. Lorsqu'on parle par exemple des emplois verts et qu'on cite la question de la rénovation des bâtiments en disant que ce sont des emplois locaux, non délocalisables, etc. J'entends bien, mais dans le secteur du bâtiment, ce sont 35% de travailleurs étrangers. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui vont avoir envie demain d'aller monter sur les toits et d'aller rénover les bâtiments ou installer des panneaux solaires? Et là, j'ai l'impression que quelque part, on est parfois un peu dans le fantasme là-dessus. Et moi, je suis très souvent accusé d'être archi pragmatique et donc dans ce sens-là un peu rabat-joie, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très fort pris en compte pour le moment. D'accord. Ça me rappelle du coup au début du confinement, le premier, je veux dire, on avait appelé les Français à se lancer dans la cueillette des fraises pour suppléer justement le manque de main-d'œuvre. Bien sûr, et où les agriculteurs criaient à l'aide parce qu'ils n'avaient plus les travailleurs étrangers pour venir faire leur récolte ou leur vendange. D'accord. Juste pour revenir un petit peu sur cette histoire de collapsologie, j'ai malgré tout, je vais me faire un peu l'avocat du diable, j'ai l'impression que dans cette mouvance, c'est juste pour me taquiner, j'ai quand même l'impression que dans cette mouvance, il y a vraiment deux écoles. Il y a une école plutôt survivaliste, donc dont on vient d'en parler, mais il y a aussi justement une école qui appelle à développer des solidarités à différentes échelles, locales notamment. Et du coup, est-ce que ça ne va pas un peu dans le sens de ce qu'on essaye de promouvoir ici? Alors, effectivement, il y a les deux écoles. Bon, donnons des noms, pourquoi pas, ils écrivent des livres, on peut les citer. Hein. Si vous prenez quelqu'un comme Yves Cochet, il est enfin, dans une représentation très à la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire ce qu'il voit dans l'effondrement qui menace, c'est l'augmentation des tensions, une sorte de guerre civile généralisée. Et donc, à ce moment-là, si on pense que le survivalisme, ce sont des petites unités autosuffisantes et hostiles les unes par rapport aux autres, on est dans le survivalisme. Vous avez par ailleurs... oui. Vous avez par ailleurs, bon, les gens qui sont autour de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, qui au contraire, et je crois que c'est juste d'ailleurs, disent, on l'a vu, les situations de grande difficulté génèrent des relations solidaires. Hein, on tombe pas dans une sorte de guerre contre tous, au contraire, ça développe des réactions de solidarité. On l'a vu après l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, on l'a vu autour de la pandémie, hein, on a vu des réactions de solidarité. Ce qui est vrai. Ceci dit, insistons que ces réactions de solidarité ne marchent que si on ne se sent pas dans une impuissance totale. Je crois que la situation d'impuissance, si on peut faire des comparaisons, par exemple, ce qui s'est passé en France en 1940, après la défaite, les situations d'impuissance, au contraire, quand on se sent dans une impuissance totale, ça ne pousse pas à la solidarité. La solidarité, quand elle marche, c'est un acte politique. Et à ce moment-là, c'est absolument anti-survivaliste, parce que ce ne sont pas des petits groupes hostiles les uns ou les autres, comme vous en avez en Amérique du Nord. Ça demande, au contraire, des formes. Alors, ça peut être des formes de solidarité proches, mais ce qu'on disait, des associations en réseau. Et pour ça, il faut avoir l'espèce de confiance en soi que prend l'action politique réussie. D'accord. Je vois le temps passer et je vois aussi sur... Pardon, bien sûr, bien sûr. Oui. Peut-être sur ce point, je pense que c'est utile de dire que la collapsologie ou théorie de l'effondrement ou des effondrements, c'est une théorie. Et donc, ça appelle une certaine forme de croyance. On croit ou on ne croit pas à cette théorie. Là où il y aurait de la malhonnêteté, ça serait de faire croire que c'est de la science. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui aucun fait qui confirme un effondrement imminent des sociétés thermo-industrielles. Dans le prochain rapport du GIEC, sans déjà dévoiler sur Adam, je peux déjà vous dire qu'aucun scénario ne prévoira la possibilité d'un effondrement des sociétés thermo-industrielles.
Mais donc, la question par rapport à ce qui est une théorie ou une croyance, c'est de savoir ce que ça motive et quelque part les sentiments que ça fait ressortir chez chacun. Et donc, chez certains, bien sûr, ça fera ressortir des côtés survivalistes. Chez d'autres, ça fera ressortir au contraire un renforcement des liens de solidarité et ça poussera même peut-être à l'action. Mais j'ai envie de dire, de la même manière que des religions vont provoquer chez certains des types d'actions ou des types de comportements différents, on est quelque part dans la même logique ici. Et je crois que la malhonnêteté intellectuelle, c'est de faire croire que c'est de la science, alors que c'est une théorie, donc une croyance qui va pouvoir provoquer des sentiments différents chez les gens. Et ce qui est problématique, c'est que dès qu'on en parle, effectivement, on en a toujours certains qui vont nous dire « Mais non, vous n'avez rien compris, les survivalistes n'ont rien à voir avec nous », ou les survivalistes qui vont dire « Mais ceux qui préconisent des liens de solidarité n'ont rien compris, ce qu'il faut, c'est construire des bunkers et assurer son approvisionnement en eau », je dirais « C'est normal et c'est inévitable ». Moi, ce qui m'inquiète en tant que scientifique, c'est la prévalence de ce narratif d'effondrement des débats publics dès qu'on parle d'environnement ou de changement climatique. Et effectivement, ça a quelque chose d'assez gênant, puisque malheureusement, ça ne repose pas sur des bases scientifiques. Voilà, on se repose sur l'idéologie et du coup, on n'est pas capable sur le de mettre récit, façon rationnelle, quoi. Je crois que ce qu'il vient de dire, c'est un grand récit. L'important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire émerger un autre récit, un récit de construction politique. D'accord. Je vois les questions qui s'accumulent, donc et par ailleurs le chronomètre qui défile. Donc je vais commencer par vous. Je vais vous poser quelques questions. Je vais vous les retransmettre directement. Donc ça commence par une question pour François. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les jeunes, parce que donc vous avez précisé que certaines portions de la jeunesse dans le monde ne se sentent pas légitimes pour participer aux grèves scolaires pour le climat, et donc l'auditeur vous en demande un peu plus là-dessus. Bien sûr, c'est-à-dire que quand vous êtes jeune de 13 ou 14 ans et que vous rentrez chez vous et que vous dites à votre père et à votre mère « Aujourd'hui, je ne suis pas allé à l'école parce qu'on est allé manifester, parce qu'on a fait grève pour le climat », vous allez quelque part le faire si vous vous sentez légitime à le faire, c'est-à-dire très souvent si vous êtes issu d'une famille privilégiée avec un gros bagage culturel et des parents qui vont comprendre l'importance de la mobilisation pour la jeunesse. Dans des milieux moins privilégiés, il y a plein de gamins et de gamines qui vont jamais oser partir en grève contre le climat, qui vont jamais oser quelque part dire à leurs profs « Aujourd'hui, on ne vient pas en cours », simplement parce qu'on leur a toujours dit qu'ils devaient aller à l'école et que ne pas aller à l'école, c'était quelque chose de très grave et qui donc on ne se sentirait pas du tout la légitimité culturelle pour quelque part faire une grève scolaire et faire l'école buissonnière. Et donc là, parmi les jeunes avec lesquels on travaille à Climate Voices, il y a plein de jeunes qui nous disent « Moi, je suis très admiratif de ceux qui peuvent faire l'école buissonnière et qui ne se font pas ramasser par leurs parents après et qui disent « Moi, je sais que si jamais je fais ça, j'aurai de gros problèmes avec mes parents, j'aurai de gros problèmes avec les profs. » Et donc, quelque part, le type d'action, je crois qu'il faut réaliser que le type d'action, les manifestations, même si je peux comprendre et même si je pense qu'elles ont fait bouger énormément de choses, est quelque part un type d'action qui est un peu réservé à un public assez privilégié, en tout cas culturellement privilégié. Et il y a plein de gamins et de gamines qui nous disent « Moi, je n'oserais jamais ne pas aller à l'école un jour. » Donc ça veut dire que les ados ne se rebellent plus à la fois contre l'autorité parentale et scolaire. Ça veut dire simplement que d'une part, certains ne sont pas encore suffisamment conscientisés, et je pense que ce serait une erreur de penser que l'ensemble de la jeunesse aujourd'hui est conscientisée aux enjeux des changements climatiques. Il y a encore un gros travail d'information qui reste à faire. Et ça veut dire que pour d'autres, la rébellion, elle va se faire, mais elle ne va pas se faire par rapport à l'institution scolaire, par exemple. Elle va se faire par rapport à d'autres choses. D'accord. Je remonte le fil des questions. Et donc, une question qui s'adresse pour le coup à tous les deux. Alors, est-ce que le fait de refuser de voir le danger serait à relier à la façon dont nous sommes informés et sur la nécessité de remettre le temps du débat au centre? C'est bizarre comme question. Voilà. Est-ce que finalement, on est assez bien informé de ce qui... des enjeux? J'ai envie de dire, si je peux commencer, j'ai envie de dire oui et non. D'abord, je pense qu'effectivement, la conscience de la question du changement climatique ou de l'érosion de la biodiversité a beaucoup augmenté parmi la population, mais je pense que beaucoup la voient encore comme quelque chose de relativement lointain et distant. Et je pense qu'une erreur que nous avons faite, nous, scientifiques, c'était par exemple de donner des horizons beaucoup trop lointains, et que forcément les modèles climatiques projettent des horizons lointains sans projeter un chemin, et que les politiques se sont engouffrés là-dedans pour se donner des objectifs lointains,
des objectifs de neutralité carbone d'ici la moitié du siècle, des objectifs de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Je veux dire, ça ne veut rien dire du tout, même neutralité carbone d'ici 2050. À mon avis, ce sont des objectifs qui poussent à l'inaction. Si vous me dites, François, ça serait bien que tu aies perdu 10 kilos dans 10 ans, je peux vous assurer que jusqu'en 2029, je peux continuer à boire trop et à manger trop, et que ce n'est qu'en 2029 que je me dirai, oh là là, il faut que je fasse un peu de sport et que je commence à perdre un peu de poids. C'est la même chose avec ces objectifs lointains. Je pense qu'on a fait une erreur de communication fondamentale. Il faudrait y aller progressivement, en fait, fixer des objectifs à année par année. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire demain? Pas dans 10 ans. Moi, j'ajouterais que pendant un temps, le changement climatique, ça a été quelque chose de global que les scientifiques expliquaient. Et le problème, c'est de faire le lien avec ce que nous vivons dans notre vie. Et alors, bon, il y a des gens pour qui c'est évident. Les gens qui habitent au Bangladesh ou dans les îles Tuamotu, déjà à moitié recouvertes, c'est une réalité. Même des agriculteurs en France. Voilà, mais moi j'ai vu justement des agriculteurs en France une étude qui a été faite qui il y a 10 ans disait mais moi c'est pas pour moi le changement climatique. Et puis petit à petit ça s'intègre parce que ça devient une réalité, parce que c'est pas demain, parce que c'est maintenant, même dans des régions tempérées comme la France. Et à ce moment-là, on l'intègre dans son expérience personnelle, vécue dans ses repères, dans la façon dont on se repère dans le monde, et pas simplement, on n'écoute pas simplement ce qu'on vous dit. Bon, je pense que les canicules ont fait beaucoup. 2003, puis une série de canicules après, ça a fait beaucoup pour que les gens se rendent compte qu'il y avait vraiment un changement en route. D'accord. Ça, c'est important. C'est un changement progressif qui se traduit par des pics. Et donc ça, finalement, il faut ces piqûres pour convaincre. Il faut, disons, oui, peut-être on peut y arriver sans piqûre, ce type de piqûre, ça aide à regarder ce qui se passe et à comprendre ce qui se passe et à en faire une partie de sa vie. D'accord. Je remonte mon fil de questions. Alors, autre question. La collapsologie serait-elle assimilable à une théorie du renoncement systématique, de l'acceptation ou du refus de prendre ses responsabilités? C'est plus peut-être pour François. Je crois pas. Je pense que, comme je le disais, ça peut induire chez différentes personnes des réactions et des sentiments différents. Et donc, je ne pense pas que ça soit un renoncement systématique, mais indubitablement, ça induit chez certains une certaine forme de fatalisme et de dire quelque part, si notre société va s'effondrer et si c'est inévitable, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Et donc, potentiellement, même à dire, gavons-nous tant que c'est encore possible et profitons-en avant l'effondrement, de la même manière que les gens sortaient massivement dans les bars et dans les restaurants la dernière nuit avant le confinement, ce qui était évidemment complètement stupide, parce que c'était précisément à ce moment-là que le virus avait le plus de chances de se répandre, il risque d'y avoir aussi pour certains une sorte d'attitude qui est de dire, puisque c'est comme ça, je vais m'acheter un 4x4 et je vais commencer un tour du monde en avion, tant que ça sera encore possible. D'autres se diront au contraire, puisque c'est comme ça, je vais commencer à construire mon bunker et aller acheter massivement du papier toilette et des pâtes au supermarché pour être sûr de tenir le coup lorsque l'effondrement arrivera. Chez d'autres, effectivement, ça peut pousser effectivement à l'action et à des liens de solidarité plus présents. Je ne dirais pas que c'est une sorte de théorie généralisable du renoncement, mais chez certains, ça va indubitablement pousser au renoncement. D'accord. Catherine? Et comme je le disais, c'est aussi quelque chose qui va nous centrer sur nous-mêmes plutôt que sur les autres. Oui. Et je crois que ce dont on aura besoin avant tout dans la lutte contre le changement climatique, c'est de précisément considérer que l'autre, au-delà de notre frontière, au-delà de notre biorégion, que cet autre est une partie de nous-mêmes. Et c'est uniquement dans cette perspective cosmopolitique, je crois, qu'on s'en sortira. Non, moi je crois que la force, je ne pense pas que la collapsologie soit une théorie. D'abord, il y a une dimension d'affect. Ouais. J'ai des remarques d'auditeurs qui vont en ce sens en disant on généralise un peu trop, qu'il n'y a effectivement pas une théorie simplement plusieurs, etc. Voilà, l'annonce de la gravité de la situation, si on essaie de faire la présentation la plus modérée possible, l'annonce de la gravité de la situation a
mobiliser les gens sur des affects personnels. Ils se sont sentis atteints par ce qu'on a appelé la solastalgie, cette espèce d'angoisse de la fin d'un monde, qui est une constante de l'histoire humaine. Mais là, c'est placé sur le changement climatique, etc. Mais la réaction est une réaction extraordinairement individuelle, personnelle et affective. Comment faire en sorte de ne pas se réveiller en pleine nuit en se disant ça y est, le monde va s'écrouler. Et donc, ça favorise une mobilisation d'affect individuel et pas du tout l'action politique. Le terme a été, enfin l'expression a été employée pour caractériser, parce que il y a beaucoup de gens qui réagissent à la collapsologie, et on a parlé d'effondrés anonymes, un petit peu comme on parle d'alcooliques anonymes. Alors, bon, moi je ne connais le mouvement des alcooliques anonymes que de façon très, très, très indirecte, par des livres que j'ai lus, souvent dans les romans policiers, il y en a. Mais bon, les gens qui se réunissent pour parler ensemble de leur alcoolisme, ça peut les aider à sortir de l'alcoolisme, en tout cas à surmonter leurs problèmes. Ça n'a rien fait pour changer l'alcoolisme est un problème social, ça n'a rien fait pour changer le problème de l'alcoolisme. Mais je dirais que la réaction, la collapsologie, c'est une affectivité individuelle, ça aide peut-être les gens à faire face à un monde qui est angoissant, mais ça ne fait rien pour changer la situation. C'est des effondrés anonymes, voilà. François ? Non, je serais assez d'accord avec ça, et je dirais que aujourd'hui, je pense que ce qui nous empêche un peu d'agir aujourd'hui, c'est qu'on a une vision assez précise du monde vers lequel on ne veut pas aller, c'est-à-dire le monde qui serait ravagé par les impacts du changement climatique, ravagé par des guerres et des sociétés en compétition. Et donc, de ce fait, on a tendance à voir la lutte contre le changement climatique comme une sorte de contrainte à laquelle, l'esprit humain étant formé ainsi, nous allons vouloir tenter d'échapper. Ce qu'on n'a pas encore véritablement, c'est quelque part des rapports ou un monde à dessiner en face, je dirais, de ce monde. C'est-à-dire qu'on sait le monde vers lequel on ne veut pas aller, mais on ne sait pas encore bien quel est le monde vers lequel on voudrait aller. Et je dirais qu'à mon avis, notre défi collectif, c'est de transformer ce qui est aujourd'hui perçu comme une sorte de contrainte de protection de l'environnement en un projet politique. En d'autres termes, on sait là où on ne veut pas aller, mais on ne sait pas encore bien là vers où on voudrait aller. Et à mon avis, c'est là que se trouve notre grand défi collectif. D'accord, il faut nous faire rêver, quoi. Je pense qu'il faut remettre une sorte de narratif positif et aspirationnel dans le débat public, oui. Voir que nos vies se transforment, voir qu'il y a des choses qui vont mieux. C'est important. Ce sera parfait pour conclure, puisque c'était vraiment le thème de cette table ronde dispersée. Donc, et on arrive pile poil aux 3/4 d'heure alloués, donc c'est merveilleux. Courage, gardons espoir. Et je rends la parole aux organisateurs du Festival des idées. Nous, on reste en ligne pour débriefer derrière. On débriefe. Merci beaucoup, là, vous êtes toujours en ligne. Merci beaucoup François Gemel, Catherine Larère et Loïc Mangin pour cet échange passionnant sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc effectivement, moi je vous invite à poursuivre le Festival des idées. Là on touche tout doucement vers la fin, mais tout sera disponible en replay. Vous pouvez retrouver tous ces échanges qu'on a eus depuis 2 jours sur la chaîne du Festival des idées et sur le site du festivaldesidées.paris. Mais je vous donne tout de suite rendez-vous à 18 h pour un grand débat. Donc c'est un format un petit peu différent où on proposera au public de voter pour ou contre une motion. Et puis ce sera aux chercheurs invités de vous faire changer d'avis, de vous convaincre, de vous retourner le cerveau pour voir s'ils seront assez forts au niveau de leur rhétorique et de leur argument pour vous faire penser autrement à partir d'une question qui sera la pandémie nuit gravement à la solidarité. Voilà, donc ça c'est à 18 h avant la conférence de clôture. C'est la suite logique, voilà. C'est la suite. Et oui, on y est. Et à 19 h, on clôturera le festival avec Fanny Parise, anthropologue, qui proposera un voyage en ethnofiction intitulé La normale demain. Merci beaucoup.